temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Asso 100.7 et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'inviter Pauline Aubry. Pauline, bonjour. Bonjour Ambre. Salut Pauline, tu es illustratrice, tu vis à Paris. Tu as écrit plusieurs BD autobiographiques, dont la dernière qui porte sur vraiment le deuil et à la rupture qu'a suivi ton mariage. Alors avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet qui rassemble des millions de personnes, pour pas dire des milliards, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Pauline Aubry, j'ai 43 ans, je suis autrice de BD, j'ai commencé il y a 10 ans. À la base, c'est une formation plutôt de direction artistique dans la pub et à 30 ans, j'ai fait un petit virage, une petite reconversion professionnelle parce que j'avais envie d'écrire des histoires, un peu sans réfléchir, un peu par hasard, même s'il n'y a pas forcément de hasard. J'ai commencé à écrire plutôt produire une écriture autobiographique. Qui m'a menée du coup à travers un premier album qui s'appelle Les Mutants, qui parle de la crise d'adolescence, un deuxième qui s'appelle Les Descendants, qui parle de l'héritage familial, et le dernier qui est plutôt du coup sur l'amour et la rupture. Et à chaque fois, mon personnage, on part de mon personnage adolescent, même enfant dans le premier, et puis jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un travail sur une réflexion sur la construction de soi, une observation de soi. On est vraiment sur de l'écriture comme outil thérapeutique, hein. Donc dans mon émission Un temps pour soi, j'ai plutôt tendance à faire intervenir des auteurs en développement personnel, et là vraiment l'ensemble de tes BD, moi, elle m'a séduit, elles m'ont fait tellement rire toutes, et c'est vrai qu'aujourd'hui on reconnaît de plus en plus l'écriture comme un outil thérapeutique. Est-ce qu'on peut dire que ton écriture, ça t'a permis de te soulager dans ce long processus de deuil ? C'est vrai que sur les autres livres, ça n'avait pas été le cas. Enfin, c'était plutôt une écriture autobiographique qui me permettait de revenir sur des éléments du passé. Ce livre-là, il a été construit en très longtemps, puisque à la fin je fais un bilan du temps que ça m'a pris, 5 ans, 6 mois et 21 jours. Wow. Et effectivement, c'est quand mon mari est parti du jour au lendemain, j'ai pas pu écrire tout de suite, j'ai écrit au bout de 6 mois. C'est mon éditeur qui m'a dit faut pas que tu restes comme ça, il faut que tu écrives. Donc au bout de 6 mois, j'ai été capable de poser un peu ce qui avait commencé à se passer sur un doc Word qui faisait au final 200 ou 300 pages, qui était au début pas thérapeutique du tout. Ah, mais c'est vrai que tes BD, elles sont denses, hein. Oui, voilà, c'est assez dense. Je pense que je suis quelqu'un je suis plutôt quelqu'un de l'écriture, même si même si je dessine, c'est plutôt comme dirait ma collègue, ma LV1, c'est plutôt l'écriture. Donc là, ça a été une écriture d'abord de journal, et puis ensuite thérapeutique, dans le sens où transformer ce journal en de la fiction, en mettre de la distance, en créant un récit fictionnel, ça a vraiment permis de réparer et de traverser toute cette tout ce chaos, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce mot-là, hein. Comme disent les Chinois, le chaos précède la création, inversement. Alors ton livre, il est drôle, il est même un peu trivial, on se reconnaît à peu près toutes, hein, dans les émotions, les grandes étapes qui marquent le deuil du couple, en fait, finalement. Et t'expliques finalement ces étapes qui ont été formalisées à un moment donné par Elisabeth Kubler-Ross, pour pas la nommer, le choc, le déni, la colère, etc., hein, jusqu'à l'acceptation. Là, tu viens de nous dire que tu avais mis 5 ans à l'écrire pour vraiment refaire le film de ton histoire. Donc du coup, est-ce que ce que tu as décrit, c'est très romancé, ou c'est vraiment une légende qui est ce que j'appelle la légende personnelle, qui est proche de ce que toi, tu as vécu dans tes tripes, quoi? Alors la difficulté que j'avais, c'était que effectivement j'avais envie d'écrire cette BD, que avec mon ex on a 2 enfants, que je voulais il y avait quand même raconter brut ce qui s'était passé, en restant vraiment sur un principe d'autobiographie
où je serais restée Pauline, 40 ans, parisienne, dessinatrice de BD. C'était vraiment impossible de passer par une autobiographie sans passer par la fiction. Ouais. Donc tout l'enjeu, ça a été comment on peut raconter cette histoire, qu'est-ce qu'on peut raconter, parce qu'il y avait des éléments qui étaient vraiment extrêmement violents, et que ce soit pas non plus un règlement de compte, parce que ça n'apporte pas grand-chose. Bien sûr. Je pense qu'en tout cas pour un lecteur, au-delà du voyeurisme que ça peut constituer, ça apporte pas grand-chose de livrer un récit brut, et puis en fait un récit brut de souffrance. Moi j'ai remarqué ça aussi quand ça m'est arrivé. C'est difficile à entendre pour les autres. Les gens n'ont pas vraiment envie d'entendre ça, en fait. Ils s'éloignent. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'explique Cyril Nick dans La nuit, j'écrirai les soleils, c'est qu'en fait, quand le récit du témoignage est trop violent, on s'en détourne, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, donc moi j'ai inventé cet univers de prince charmant et de princesse pour juste en tant que métaphore de ce qu'est la relation de couple. Enfin, ça aurait pu être aussi bien deux princes ou deux princesses. Hein. C'était juste c'est des archétypes que tout le monde connaît et qui permettaient du coup d'incarner les personnages et d'incarner la relation. Et c'est ça, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, derrière un style bien trempé qui va avec ta personnalité, Pauline. Tu glisses cette image de prince charmant et tu dis en fait que ça a été popularisé par Walt Disney, tu le dis dans ta BD, qui ayant une enfance malheureuse a rêvé sa vie et que finalement derrière chaque archétype se cache en réalité la recherche de la fusion première avec la mère. Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est un terrain du coup que tu as exploré grâce à cette rupture ? En fait c'est marrant parce que depuis que la BD est sortie, là, ça fait 2 mois, il y a beaucoup de... on renvoie souvent à vous avez... déconstruit le mythe du prince charmant, les personnes qui sont plutôt dans le militantisme, le féminisme me disent ça, c'est super, ça fait du bien d'arrêter de penser qu'on doit attendre le prince charmant, etc. Mais alors moi c'est vrai que c'était pas ton intention première. C'était pas mon intention première dans le sens où si j'ai aussi choisi la figure du prince charmant, c'est que je me suis mariée dans un château avec une personne qui avait tous les codes très bourgeois et qu'en fait ces codes très bourgeois correspondaient vraiment aux codes de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie qui en fait dont Walt Disney s'est inspiré, parce que lui il s'est inspiré de tout le folklore de la monarchie anglaise pour créer ces personnages. C'est-à-dire que si on regarde le mariage du prince Charles, le mariage les mariages princiers anglais, on va retrouver les mêmes costumes, on va retrouver le carrosse, on va retrouver c'est hyper intéressant. Ouais. Voilà, tout le décorum. Et donc Walt Disney, il a mis ça dans ses dessins animés. Et puis en fait, c'est aussi comme ça qu'on se marie. Moi, je me suis mariée dans un château avec un carrosse, tiré par des chevaux, en blanc. Donc c'était vraiment... C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est pas pour déconstruire le mythe du prince charmant. Parce qu'en fait, pour moi, le mythe du prince charmant, effectivement... c'est en fait cette espèce ça se rapproche plus d'un phénomène psy qui est de la théorie de l'attachement. C'est-à-dire qu'en fait on va rechercher dans cette relation quelque part la relation éternelle, c'est-à-dire la relation d'attachement sécure où on se dit qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous en fait. Et c'est plutôt ça en fait. Alors effectivement c'est véhiculé par les films, par les romans, mais finalement je crois que c'est quelque chose dont on a tous besoin, c'est la sécurité affective en fait. Bien sûr. Et moi quand je me suis mariée, je me suis dit que j'avais résolu mon problème de solitude et que je serais plus jamais seule. Et tu le fais bien passer dans ton livre parce que il y a pas mal de citations, de clins d'œil à certains films, et puis pour accompagner chaque épreuve du deuil, tu parles du jour sans fin pour illustrer la tristesse ou le jour où tout a basculé comme couverture du choc. Tu confies avoir banalisé certains mots comme séparation, divorce, garde partagée, en considérant que finalement ça arrive toujours aux autres, qu'il y a un avant, il y a un après. Et je te cite, tu dis je pouvais pas imaginer le bordel qui s'en suivrait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pour toi ? Il y a une première chose qui était vraiment que ça m'est tombé dessus parce que je vivais avec quelqu'un qui était assez gentil avec moi, assez attentionné, on venait de rentrer de vacances, on avait une vie qui, à mon sens, enfin en tout cas pour moi, alors sûrement pas pour lui, mais qui pour moi était en fait Il y arrivait quoi.
Oui, c'était exactement la vie que j'avais voulu avoir. On avait 2 enfants mignons, on avait la vie d'artiste qu'on avait rêvé, on avait une complicité, on se marrait bien. Et ce truc-là m'est tombé dessus du jour au lendemain. Il m'avait trahi, il m'avait trompé, il avait une autre nana, il m'aimait plus. Donc, moi, j'avais d'abord eu le chagrin d'amour. Et puis après, il y a eu la vie qui s'écroule, en fait. Et c'est vrai que j'ai mis ça c'est l'intro du chapitre Le jour où tout a basculé, parce que c'est vrai que je pense que c'est vrai pour tout le monde, hein, mais c'est des mots qu'on connaît, c'est des mots qu'on a tous entendus. Ouais, mais tant que tu les vis pas. Ils paraissent banals, effectivement, parce que ça arrive à plein de gens, mais en fait, c'est vraiment hyper dur. Ouais, c'est un tsunami, quoi. C'est une destruction totale de tout ce qu'on a construit. Mais même, je vois des amis qui ont, eux, fait le choix de partir, ou soit parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre, soit parce qu'ils sont plus amoureux, soit eux-mêmes vivent un chaos total. Et d'autant plus quand il y a un système en place, une famille, quoi. Quand il y a une famille, c'est ça, quand il y a une famille, quand tout est structuré de cette façon-là, quand on a, du coup, à la fois le lieu de vie, à la fois, ça touche à la structure, à notre structure affective, en fait. Mais oui, bien sûr. C'est vraiment ça. Et on sent quand même dans ta BD, quand on la lit, on découvre quand même la famille hypersensible que t'es à travers notamment cette scène de la séparation. On a presque l'impression, déjà que t'as pas du tout vu venir ni ressenti finalement le mal-être de ton mari, tellement tu lui as mis ce costume de prince charmant. Et t'es d'accord avec ce que je dis ou pas du tout? En fait, je crois pas que c'est moi qui lui ai mis, je crois que c'est lui qui était vraiment dans l'imposture. Parce que, en fait, ce qui était assez compliqué, c'est que il a jamais vraiment évoqué que ça n'allait pas. Et 2 semaines avant, il m'avait organisé mon anniversaire surprise. Il était encore en train de m'amener des petits pains au chocolat. Donc en fait, dans ce qu'il était, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans une forme d'imposture. La séduction, aussi. D'être le mec parfait. Ouais. Donc en fait, moi, j'avais pas d'indication. Et même après, dans la rupture, c'est-à-dire qu'après, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction, donc qui a continué à me dire que j'étais belle, que j'étais formidable, que j'étais... Donc ça fait une forme d'emprise dans le sens où à la fois il a un discours positif et ultra séduisant, et à la fois il est hyper destructeur. Donc ça a été ça qui a été aussi très dur à vivre, c'était de comprendre qu'il avait toujours été dans cette dualité, en fait, à la fois à vouloir faire le mec parfait et en fait... dans l'ombre, pas être parfait comme la nature, quoi. Non, mais dans l'ombre, à être en train de, en fait, dans le mensonge, dans la dissimulation, donc. T'avais pas vu l'autre face de la médaille, quoi. Découvrir que la personne en qui on a confiance, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 25 ans, était en fait complètement double et ça, c'est très dur parce que du coup, au-delà du monde qui s'effondre, il y a aussi la trahison à vivre. Il y a aussi. Mais moi, je pense que le plus dur à vivre, c'était l'abandon. C'était vraiment ce que tu as vécu comme un abandon, bien sûr. Ça revient aux blessures de l'âme. Alors, tes images, moi, elles m'ont fait penser. Tu vois, elles auraient presque pu illustrer la chanson de téléphone à l'époque, Cendrillon. Mais néanmoins, toi, tu as su te relever. T'as pas fini comme elle. Qu'est-ce qui a été le plus salvateur pour toi, finalement? Après, il y a eu plein d'outils différents pour aller mieux. Moi, de toute façon, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir la chance d'être dans la création et d'avoir pu mettre à la fois écrire, dessiner. Après, j'ai lu des centaines de livres pour essayer de comprendre pourquoi ça m'était arrivé. Déjà pour sortir de son emprise, ça c'était le premier point. Et ensuite, ça a été d'essayer de comprendre ce type de personnalité et pourquoi c'était si dur à vivre. Et puis après, moi, mon outil principal, ça a été la chanson, quoi. Chanter, en fait. Ah, d'accord. Qui fait partie aussi, d'ailleurs, des outils thérapeutiques, c'est clair. Justement, puisque tu parlais de chanter, je te propose de faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après avec nos auditeurs pour justement parler de ce travail alchimique que tu as fait, cette transformation qui est magnifique. Ça te va? C'est parfait. À tout de suite, Pauline. À tout de suite. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps
l'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon pour ses 30 ans et la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, emmitouflée dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. 10 ans de cette vie ont suffi à la changer en junkie. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance, mais elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Fin de l'histoire. Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. On se retrouve avec Pauline qui est auteure de BD et Pauline nous parle aujourd'hui de sa dernière BD sur le deuil lié à la rupture qui nous concerne, j'ai envie de dire tous, en général dans une vie. Il est poignant, il est drôle, il est incroyable, il y a un style des mots trash. À un moment donné, Pauline, tu portes des insultes évidemment à ton ex quand tu découvres qu'il te trompe. Je crois qu'on a à peu près tous les mêmes réactions quand ça réagit en nous, quand on se sent blessé. Et tu vas très en profondeur. Ton livre, pour moi, c'est plus qu'une BD, c'est vraiment un livre de développement personnel qui a été adapté en BD, il est incroyable. Tu vas très en profondeur sur les différents types d'attachements. Tu parles des premières figures d'attachement qui constituent finalement les bases de la sécurité. Tu citais Cyrulnik tout à l'heure. Est-ce que c'est des notions que tu as cherchées, que tu as cherché à travers tes lectures, tu sais que tu avais énormément lu, ou est-ce que c'est vraiment des découvertes que tu as faites au cours de ton travail personnel quand tu as commencé à dire ok, je vis comme un tsunami, le chaos, tu parlais de chaos tout à l'heure, mais je vais me relever en fait, quoi. C'est des notions dont j'avais entendu parler, mais j'avoue que ce chaos, ça fait 6 ans, ça m'a amené à effectivement lire énormément d'outils de développement personnel, du livre le plus basique à la lecture
j'ai lu John Bowlby, sur la théorie de l'attachement, Claire Marin, j'ai Winnicott, Alors, donc il y avait toute une réflexion vraiment sur effectivement la découverte qu'on avait différents types d'attachement. La théorie de l'attachement, donc les figures d'attachement, donc comment en fait nos relations, on choisissait aussi nos relations par rapport à ce qu'on avait vécu dans l'enfance et notamment par rapport à nos figures d'attachement primaires qui sont d'une manière en général le père et maman. Voilà. Donc effectivement j'avais pas trop de doute sur le fait que ça pouvait me renvoyer à mon histoire d'enfance, mais effectivement ça a permis de comprendre que moi j'étais de toute façon dans un attachement insécure, anxieux, c'est-à-dire que dans mes relations aux autres, étant donné les relations que j'avais eues avec mes parents, j'avais effectivement cet attachement insécure qui faisait que j'étais prête à tout pour ne pas être seule. C'est-à-dire que j'étais prête à accepter des choses qui n'étaient pas acceptables parce que c'était ma matrice en fait. C'était vraiment la façon dont j'ai été construite. Donc après, à un moment dans la BD aussi, j'aborde le modèle interne opérant. Elle arrive, à un moment, le personnage traverse le champ émotionnel et se retrouve au cœur de sa construction affective, au milieu de ce qu'on appelle le modèle interne opérant, qui en fait a été théorisé par Bowlby aussi, qui est en fait une sorte de base de données, d'archivage de toutes les interactions qu'on a eues avec nos figures d'attachement. Notre corps ouvrier. Et en fait détermine la manière dont on se positionne dans les relations qu'on a à l'âge adulte. Tu peux dire que tu as reprogrammé ça aujourd'hui ? J'ai en tout cas essayé de le faire. Là, au moment où on se parle, j'ai lu un livre d'une autrice qui s'appelle Lisa Balavoine sur la relation qu'elle a avec sa mère. Et ça fait 2 jours que je n'arrive pas à m'en remettre. Donc, je suis plutôt dans un moment où je me dis que je n'ai pas réglé mes blessures affectives. T'as pas tout réglé. T'as pas tout réglé. On n'a jamais tout réglé. Mais tu sens quand même qu'il y a un vrai risque. Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience. Ça, c'est je pense une première étape, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on est attiré vers des schémas négatifs, que moi j'ai effectivement une relation assez compliquée avec ma mère, qui n'a pas, aussi parce qu'elle ne l'avait pas reçu, je pense, réussi à combler mes besoins fondamentaux. Donc il y a aussi, je me suis beaucoup appuyée sur la thérapie des schémas, dont la base part du fait que on développe des schémas dysfonctionnels, précoces, inadaptés. Donc, c'est des schémas qu'on développe dans les relations qu'on a eues enfant, qui sont inadaptés parce qu'en fait, la figure d'attachement n'a pas bien répondu à nos besoins fondamentaux. Oui, c'est ça. Donc, les besoins fondamentaux de l'enfant, c'est d'être écouté, c'est que la personne en face ait de l'empathie, c'est qu'elle se sente entourée, etc. Donc à un moment aussi dans la BD, elle rencontre son enfant intérieur et elle essaye de voir comment elle a vécu. Et moi, mon enfant intérieur, il est vraiment seul au fond de sa grotte, en fait. Et c'est vrai, quand mon schéma se redéclenche, hop, je me retrouve au fond de la grotte et à nouveau dans un espèce d'état de désespoir qui correspond à cet état infantile. Et dans la BD, il y a cette volonté aussi d'essayer à travers toutes ces lectures, qui sont des lectures de 800 pages sur la thérapie des schémas, avec des milliards d'explications qui, je pense, sont assez imbitables pour la plupart des gens. Je pense qu'ils seraient très intéressantes pour la majorité d'entre nous, mais que... Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ce que tu as cherché à vulgariser et je trouve que tu l'as super bien fait passer. C'est admirable, vraiment. Écoute, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est des notions... qui sont pas simples dans les livres de psy, imbitables, en tout cas indigestes, hein, ça c'est clair. Et c'est ça qui rend ton livre complètement unique, parce que il y a cet aspect drôle, il y a ces mots, comme je disais, il y a un style trivial de temps en temps, il y a des insultes qui sont balancées dans lesquelles on se retrouve tous à un moment donné, mais il y a des notions hyper sérieuses et on voit en fait tout ce que ce chaos finalement t'a permis en fait d'aller découvrir, d'aller explorer pour aller renouer avec sa petite fille intérieure, que tu décris encore dans sa grotte, mais je doute pas que tu as été plusieurs fois chercher à aller la réconforter, parce que finalement quand on devient adulte, c'est ça, notre premier boulot, c'est d'aller répondre à ses besoins, parce qu'on a des besoins qui sont uniques, quoi.
Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu, dans cette envie, et je trouve ça super généreux de ta part de partager ton histoire personnelle, faut oser, hein, à la manière, par le clin d'œil, mais d'un livre ouvert, en fait. Tu cites à un moment donné Antonin Artaud et tu dis « Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir de l'enfer ». Et je trouve l'image mais tellement forte, qui va tellement bien avec ta personnalité, finalement. C'est vrai que cette phrase, elle est assez forte. Après, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi aussi à pourquoi parce que j'ai mis très longtemps à faire ce livre, j'ai réfléchi à pourquoi je le faisais. Et en fait, ça a été assez compliqué, le chapitre 5 sur l'acceptation, où en fait, effectivement, le personnage rentre dans une forme de renaissance, elle repart sur la route, elle se dit qu'elle retrouve de l'énergie et à travers les rencontres, petit à petit, elle a des indices pour cheminer vers sa blessure affective. Et à l'intérieur du gouffre, elle redescend et elle visualise en fait les scènes problématiques, les scènes relationnelles problématiques avec ses parents. Et c'est vrai que ça a été très compliqué d'écrire sur mes parents. Parce qu'il y a toujours, alors là c'est Alice Miller qui intervient un petit peu plus tard dans le livre, qui est une psychiatre suisse qui a beaucoup réfléchi sur la maltraitance chez les enfants, et qui dit qu'en fait si on n'arrive pas à être dans la critique de nos parents, c'est parce que quelque part il y a le quatrième commandement de Moïse qui dit tu honoreras ton parent. C'est ça, alors on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Caroline Bablon sur son livre sur la psychogénéalogie, ça me permet de refaire un clin d'œil, mais c'est vraiment ça, c'est presque le syndrome de Stockholm parce qu'on leur doit la vie en fait. Oui, il y a la dette de vie qui nous ramène toujours à est-ce que je peux critiquer cet autre adulte en fait qui lui aussi a son parcours de vie. Qu'est-ce qui m'interdit quelque part d'être critique sans être insultant, mais juste de poser un regard critique sur le type de relation qu'on a vécu avec cette personne. Après, on peut être dans la compréhension évidemment que eux-mêmes ont un modèle interne opérant qu'ils ont développé avec leurs parents, qui pouvait être dysfonctionnel. Et donc, effectivement, ça a forcément une répercussion sur leur capacité à être dans quel type de lien on va reproduire avec ses enfants. Moi-même, effectivement, je suis mère, moi aussi, je me questionne sur ma capacité à être vraiment en lien avec eux par rapport à ce que j'ai vécu moi. Bien sûr. Et puis parce qu'on est tous uniques, avec des besoins uniques, on va forcément engendrer des blessures, ne serait-ce que celles que tu n'as pas réglées toi, que tu leur as redonnées, même chose chez le papa, évidemtoute C'est ça. Et après, c'est ce que je trouvais... la difficulté, c'était de trouver... de toute façon, ce qui est difficile quand on a une écriture autobiographique, c'est de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'intime et ce qui est de l'ordre de l'universel. Et évidemment, ça fait 20 ans que je fais une psychothérapie, psychanalyse. J'ai énormément de choses que j'ai notées qui font partie du langage de mes parents, qui ont impacté mes croyances, qui ont impacté ma construction. Mais tout n'est pas intéressant à partager. C'est-à-dire que là, j'ai partagé des choses qui étaient partageables, qui permettaient de comprendre pourquoi dans la mécanique relationnelle que mes parents avaient instaurée avec moi, je reproduisais la même chose dans mes relations amoureuses. Et dans quelle mesure c'était problématique de supplier d'être aimé, d'accepter d'être maltraité. Et comment modifier ça et ne plus accepter, c'est-à-dire ne plus aller vers être aimé, c'est être maltraité. C'est ça, et d'aller vers ce que tu appelles la dépendance affective. Alors du coup, ce qu'as-tu compris de cette relation? Je pense qu'il y en a tellement à dire et tu le fais déjà bien passer dans ta BD. Est-ce que tu considères aujourd'hui en être grandi, en être sorti grandi de cette histoire, ouais. Je pense que j'ai complètement changé. Je pense que j'ai découvert énormément de choses dans le sens où, effectivement, je pense que moi, je suis quand même quelqu'un qui est grandi dans une famille assez dysfonctionnelle, où il n'y avait pas beaucoup d'empathie, où l'autre ne comptait pas beaucoup. Donc, je pense aujourd'hui être plus consciente des autres et faire plus attention aux autres, et plus attention notamment dans la relation des enfants, à être moins centrée sur moi-même. Donc, je pense que ça m'a permis d'être un peu plus, entre guillemets, altruiste et ouvert aux autres. Ouais. Après, sur la guérison de mes blessures, là, je commence un nouveau livre sur les addictions. Ah, génial! Le bien par enfant. Je suis toujours dans une situation où je suis seule et où ça me fait souffrir d'être seule. Et donc, sur ce point-là, je ne crois pas avoir
résolu mon problème, en fait. D'accord, ok. Bah, c'est super honnête. Après, moi, je vois quand même derrière ta quête désespérée d'aide extérieure, hein, tu en parles beaucoup, tu parles des coachs, des voyantes, c'est super drôle la façon dont tu dessines tout ça, les formations que tu as suivies sur la manipulation affective, tu as été jusqu'à consulter des astrologues, etc. Et puis tu le dis, jusqu'à ce que j'aille à la rencontre de mon propre enfant intérieur. Et là, tu as pris conscience que tu étais l'architecte de ta vie. Alors, évidemment, on va reparler de Cyrulnik parce que tu le cites, évidemment, c'est quand même le maître en la matière, hein, quand on parle de résilience. Tu décris aussi les actes psychomagiques de Jodorowsky, la prise de conscience de ces croyances limitantes. Tu me disais, mes filtres, ils viennent aussi de mes parents. Ça a été quoi l'élément déclencheur finalement qui t'a permis d'aller te dire, mais les ressources, je les ai en moi. Et aujourd'hui, de dire, bon, ok, il y a encore du boulot, mais j'ai envie de dire, il y a toujours du boulot, mais je décide quand même de reconnaître qu'il y a eu ce chemin. J'en suis sortie grandie, et puis même s'il y a encore du boulot, aujourd'hui, t'es plus dans le chaos. Et on voit bien que le livre, c'est quand même le résultat d'un bébé. C'est une création, quoi. C'est magnifique. Après, ce que je dirais aujourd'hui par rapport à... Je pense que de toute façon, les problématiques qu'on a, elles restent et les schémas, ils restent. Et moi, justement, c'est un peu l'enjeu du travail que j'ai fait avec la thérapeute des schémas que j'ai vu pendant 2 ans. Ouais. C'était plus d'avoir acquis des outils qui te permettent de regarder autrement. Justement, quand mes schémas se déclenchent ou quand j'ai des croyances, etc., d'avoir développé une autre partie de moi qui est plus saine, c'est la partie adulte sain qui va être capable de rassurer l'enfant intérieur en disant ça va aller. Si tu te sens pas bien, tu vas aller chanter, tu vas faire telle chose, c'est-à-dire d'avoir tout d'un coup à l'intérieur de soi une partie saine qui est capable de contrecarrer le déclenchement de ces croyances, de ces mots qui se déclenchent dans la tête, parce que c'est aussi assez physique. Moi, je trouve qu'on a des souffrances, des moments. Enfin voilà, c'est des cicatrices, c'est des espèces de, c'est comme des répétitions. Enfin, quand il y a un volcan qui se déclenche, je sais plus comment ça s'appelle là, bref, des choses. Une éruption. Non, mais tu sais, t'as une réplique. Voilà. Ouais. Oui. Certaines situations provoquent des répliques et intérieurement, il y a une souffrance physique qui se réveille. Ouais. Et c'est ce que j'appelle les... L'autre jour, je lis ce livre sur la relation mère-fille et ça fait clairement cette réplique. C'est-à-dire, je suis dans le train, je lis ce livre, j'ai passé un super week-end et je m'effondre en sortant du train. Juste à la lecture de certaines phrases de ce livre qui résonnaient tellement fort avec mon parcours que je m'effondre et je mets 2 jours à m'en remettre. Parce que clairement, c'est comme si on avait donné un coup de pied dans une cicatrice. C'est ça. Et c'est justement ce que moi j'appelle les cadeaux déguisés pour te permettre d'aller libérer l'émotion qui est encore prisonnière à l'intérieur de toi, quoi. Tellement la blessure était grosse, et ces répliques qu'on peut appeler aussi des schémas répétitifs, ce qu'on peut vivre comme des schémas répétitifs et qui, de mon point de vue, le sont pas forcément, parce que ça n'est qu'une invitation à libérer ce qui n'a pas été libéré en totalité, quoi. C'est vrai que je ne savais pas très bien comment l'interpréter. Alors effectivement, à la différence de peut-être avant d'avoir vécu tout ça, aujourd'hui je suis capable de mettre de la distance et de me dire, bon, c'est désagréable, ça doit t'arriver parce qu'il faut que tu comprennes un truc. Effectivement, c'est pas un hasard, tu es en train de travailler sur un bouquin sur l'addiction où tu réfléchis sur le lien parent-enfant, et toi, c'est quoi ton addiction? Donc voilà, ça me renvoie aussi. Après, aujourd'hui, il y a quelque chose, c'est assez fatigant d'être sur la route avec son sac en train de marcher, en fait. Ouais. Et à un moment, j'ai envie aujourd'hui de pouvoir poser mes valises. Ouais, c'est exactement l'image que j'avais, que tu m'as transmis avant de le dire à haute voix. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il faut savoir poser ses valises. Je trouve ça chouette de marcher. Je suis contente d'avoir fait ce voyage. Et là, maintenant, j'ai envie d'avoir un endroit sécure où je peux poser mes valises avec quelqu'un qui prend soin de moi, en fait. Ouais, c'est super. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de dire, là où va l'intention, l'énergie suit. Et à un moment donné, je crois que c'est l'objectif que tu es en droit aujourd'hui de recevoir et d'attirer à toi. Moi, j'adore quand tu dis... Il y a aussi des croyances qui sont... Moi, j'ai beaucoup cru pendant tout ce chemin. Ouais. C'est un peu ce que dit le personnage à la fin. Il y a une forme de colère. Ce qui me faisait marcher, c'était un peu l'espoir qu'au sommet, il y aurait quelque chose. Ouais. Mais oui, il y a eu quelque chose. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu la conclusion du livre. Je ne vais pas dévoiler. Non, on ne va pas te spoiler. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui,
voilà, je m'étais dit, quand tu auras fini ton livre, tu vas rencontrer quelqu'un, les choses vont il y a quelque chose qui va se libérer, ta vie va changer, etc. Et puis en fait, bon, ça fait que 2 mois qu'il est sorti, mais c'est comme si j'avais fait cette transformation intérieure, mais que dans le décor extérieur de ma vie, il n'y a rien qui avait changé. Et il y a quelque chose d'un peu désespérant et de fatigant, en fait. Moi, je crois que je suis fatiguée. Moi, je crois que c'est ton interprétation quand même. Mais encore une fois, c'est l'histoire du regard. Tout à l'heure, tu disais... On changera pas l'histoire, c'est ce qu'on dit tous, les hypnos, on changera pas l'histoire, c'est notre façon de la regarder qui change tout. Et à un moment donné, je crois que tu peux être fier de tout le travail que tu as entrepris, que tu as compris, et on sent que c'est intégré, tu vois, quand tu dis pour devenir soi, c'est nécessaire de se séparer des voix intériorisées de nos parents qui poursuivent en nous leur œuvre destructrice. Mais moi, j'ai adoré, je trouve ça tellement fort. Et je crois qu'il y a des voix aussi, tu vois, qu'on interprète de travers. Cette phrase n'est pas de moi, mais peu importe, tu as su à un moment donné la remettre dans le contexte. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça, c'est comprendre qu'il y a même des phrases finalement qu'on a interprétées de travers en fonction de notre émotionnel. Et quand on est capable de les remettre dans le bon contexte sans se dire « mais non, je ne suis pas une victime », je suis responsable de ça parce que j'ai eu besoin de ça pour pouvoir comprendre ça, pour pouvoir me détacher de cette dépendance affective dont tu parlais, ça change tout. Et c'est de se concentrer sur aujourd'hui, ça fait quand même, tu parlais de 6 ans maintenant, 6 ans que tu élèves tes enfants. Alors, toute seule, j'en sais rien, mais en tout cas, tu les assumes et tu les assumes super bien. Et tu es dans ce désir de faire du mieux que tu peux avec ce que tu as reçu et ce que tu as compris. Et c'est admirable. C'est admirable. D'ailleurs, tu le dis dans ta BD, et on va pas trop tout dévoiler, on s'arrêtera là ensuite, mais tu dis qu'une reconstruction, c'est long. Et ta BD, pour moi, vraiment de mon point de vue, et avec mon œil de thérapeute aussi, pour moi, ça offre un véritable message d'espoir auprès de toutes les femmes qui ont vécu une séparation, dans laquelle elles se sont senties complètement perdre pied. T'as parlé de tes 10 kilos perdus, tout ça. Il est plein d'humour derrière un sujet hyper grave. Pour moi, tu vois ton livre, Un si grand amour, histoire d'une rupture, Pauline Aubry, c'est une pépite, quoi. Et vraiment, je propose à toutes les femmes qui vivent ça, qui ont du mal à se relever d'un deuil sur lequel on a tout misé, à offrir, mais sans modération, à toutes les copines qui traversent ça, parce que, perso, j'ai adoré, quoi. Merci, Pauline. Je suis contente que ça t'ait plu. Non, ça m'a pas plu, j'ai adoré, et je trouve que c'est beau, c'est profond, c'est drôle. Enfin, il y a tous les ingrédients pour qu'il cartonne ton bouquin, et merci de continuer, tu vois, à parler de sujets aussi graves que celui que tu es en train de préparer sur l'addiction. On aura grand plaisir à te retrouver ici sur Radio SO. Est-ce que tu as un petit... Avant qu'on se quitte, Pauline, aujourd'hui, est-ce que tu as une petite actu par rapport justement à la sortie de ton livre ? J'ai vu un petit peu sur Facebook que tu parlais du chant tout à l'heure, que tu chantais maintenant, que tu animes, je pense, des conférences, peut-être des dédicaces à droite à gauche. On sait que Paris, ça bouge. Raconte-nous un peu tes prochaines actus. Alors en fait, qui tourne pas mal, c'est que en parallèle de la BD, pour faire un peu écho à tout le travail de résilience que j'ai fait à partir de la chanson, en fait, pendant 5 ans, j'ai chanté, mais du coup, au début, je chantais sur mon vélo avec mon casque, et puis un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Mais attends, j'ai une pote qui est coach vocal, pourquoi tu la contactes pas ?» Et donc, j'ai contacté Catherine, qui m'a reçue dans un studio, dans les studios d'enregistrement, en fait, à Paris. Et en fait, toutes les semaines, je la voyais et j'amenais une chanson et on travaillait dessus. Alors, c'est plutôt des chansons de variété, parce que... La variété, ça raconte la vie. Bien sûr. Donc, à chaque semaine, j'amenais une chanson différente qui, en fait, résonnait avec l'état émotionnel dans lequel j'étais. Et donc, pendant 4 ans, on a travaillé sur ces chansons. Et puis, à la fin, il y a 2 ans, j'ai fait un bout à bout de toutes les chansons. Et je l'ai fait à Catherine. Et elle m'a dit, il faut vraiment que tu en fasses un spectacle. Et en fait, son mari, qui est pianiste, à réadapter la musique, puisque c'est des chansons, voilà, il y a le répertoire, c'est Cendrillon de Téléphone. Tu vois, évidemment. C'est fini la comédie d'Alida, La Grenade de Clara Luciani. Enfin voilà, je ne fais pas toute la vie, c'est dans la BD aussi. Mais voilà, son mari m'a réadapté à la fois au timbre de ma voix et au piano, en fait, les chansons. Et donc j'en ai fait ce que j'ai appelé une lecture chantée. Alors quand le pianiste est là, Sylvain Griotto, qui est un très très incroyable pianiste,
Ça s'appelle une lecture-concert. Et donc, en fait, je porte la robe de mariée que j'avais le jour de mon mariage. Donc, il y a quelque chose d'assez psychomagique dans le spectacle. Et donc, il y a une projection derrière moi et je lis et je chante 10 chansons qui sont dans la BD. Et la lecture s'articule comme la BD sur les 7 étapes du deuil. Et à chaque étape, il y a une chanson qui correspond, puis il y a quelques chansons en plus. Donc ça, c'est un spectacle, une lecture que j'ai eu l'occasion de faire dans différents festivals et qui accompagne souvent la BD, à la fois comme un outil promotionnel et à la fois comme un petit spectacle qui fonctionne de manière autonome. C'est génial, j'adore. Mais écoute, c'est top. On te souhaite plein de succès avec ça. Et tu vois, de mon point de vue, c'est vraiment... c'est presque une occasion de dire merci, tu vois, à ce que tu as vécu pour dire, mais regarde en fait l'artiste que tu es, quoi. C'est génial. Moi, ça aurait servi à ça. Annie Ernaux dit qu'au moins qu'elle écrit les choses pour se dire qu'elle n'a pas vécu tout ça pour rien. C'est ça. Dans le parcours d'un si grand amour. Eh ben, on te souhaite encore plein de créativité, tu vois, derrière cette épreuve, de pouvoir la façonner en des projets aussi beaux que toi, que ton essence. Et puis, on espère te retrouver prochainement quand ton livre sortira. Tu as une idée date de sortie ou c'est un peu trop prématuré? Celui-là, normalement, il va sortir en mai 2025. Génial, demain. Eh bien, écoute, on se retrouve en mai 2025 alors, Pauline. Avec plaisir. En attendant, on te souhaite plein de succès et puis une très, très belle continuation. Merci beaucoup, Ambre. Alors, on va se quitter avec un extrait de Pauline en chanson. À bientôt, Pauline. À bientôt. Tu me dis que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu aimes la vie, que tu mènes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. À vous! Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te ferai des discours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu aimes la vie, que tu mènes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Un temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience.